Salut à tous et bienvenue sur Johnny Catch. Il est le Special Counsel de Roman Reigns, l'ancien avocat de Brock Lesnar, celui qui a révolutionné le catch à l'ECW. Mesdames et messieurs, Paul Heyman. Souvenez-vous, dans la partie 1 que je vous invite à aller regarder si ce n'est pas déjà fait, il nous parlait dans un entretien passionnant avec Stone Cold Steve Austin qui a eu lieu le 1er juin 2015 de sa relation tumultueuse avec Vince McMahon à travers le temps, de l'art de la promo dont il est un expert et de l'anecdote de voyage incroyable à cause de laquelle il n'a plus le droit de louer de voiture. Et aujourd'hui, dans une interview réalisée avec Ryan Satin en août 2021, vous apprendrez entre autres les coulisses de la collaboration de Paul Heyman avec Roman Reigns et l'ambition du Tribal Chief jusque dans les moindres détails. Comment, dans son rôle d'avocat de Brock Lesnar, Paul a rendu hommage à son propre père. Mais aussi la personne étonnante avec laquelle il préfère faire une promo dans un ring. Vous êtes bien sur Johnny Catch, Paul Heyman en interview avec Ryan Satin. C'est parti! Paul, merci d'être avec moi aujourd'hui. J'ai une question pour toi. À quel point ton personnage à l'écran est imprégné de qui tu es dans la vraie vie? Moi, je me pose plutôt la question, à quel point celui que je suis dans la vraie vie est imprégné par mon personnage à l'écran? J'ai le sentiment que le personnage que j'incarne à la télévision est plus proche de qui je suis vraiment que la personne que je suis derrière les caméras quand j'essaye de persuader les autres que je ne suis pas comme je suis à l'écran. Quand tu commençais dans le catch, tu avais aussi le sentiment que ton personnage à l'écran est plus proche de qui tu es vraiment? Il y a toujours eu une stratégie derrière tout ce que je fais. Si j'emmène mon personnage dans une certaine direction, il y a toujours une raison. Parfois ça peut traverser le temps, parfois non. Il y a toujours eu un but dans tout ce que je fais à l'écran et dans ma manière de jouer une certaine scène. Et ça a souvent pu venir naturellement. Je l'ai fait spontanément. Tu dois explorer différents aspects de ta personnalité. Les fans actuels plus jeunes ne réalisent pas forcément que tu es dans le catch depuis que tu as 14 ans. Aujourd'hui, je pourrais jamais imaginer un gamin de 14 ans infiltrer le monde du catch comme toi tu l'as fait à l'époque. À l'époque en plus, c'était des athlètes de haut niveau qui pouvaient facilement te briser les jambes. Et moi, je n'étais pas un athlète et pas du tout qualifié pour prendre le moindre bump avec eux. Mais j'ai été là, au bon endroit, au bon moment, dans les bonnes circonstances. J'ai fini par me faire accepter par ces vétérans, qui étaient des vrais durs à cuire, quand ils entendaient les idées que je proposais. Mais tout ce que je disais était basé sur un immense respect pour les performeurs et les artistes qu'ils sont. Et je pense qu'ils le ressentaient. C'est mon niveau de respect pour eux qui m'a donné le droit d'entrer dans le vestiaire. C'est qui le premier vétéran à l'époque à avoir écouté tes idées? C'est Arnold Skaaland. C'est marrant, parce qu'on se souvient généralement de lui comme le manager de Bruno Sammartino et de Bob Backlund, comme un des partenaires de Vince McMahon Senior, le père de Vince. Alors qu'en fait, il était le Brock Lesnar ou le Kurt Angle de son époque. Il était le gars le plus dangereux dans le catch. Il pouvait faire des gros dégâts physiques sur ses adversaires. Quand Vince Senior s'occupait du booking de André le Géant quand il allait catcher au Japon, il envoyait Arnold Skaaland avec lui en ringside, au cas où quelqu'un tenterait d'arnaquer et de faire perdre André. Donc si quelqu'un avait eu la mauvaise idée d'essayer de forcer un finish sur André, qui n'était pas celui qui était convenu, il y avait son garde du corps, Arnold Skaaland, qui était là. Il était toujours en ringside, même pour d'autres comme Sammartino ou Backlund, au cas où un promoteur rival aurait payé quelqu'un pour aller dans le ring et tenter de les tataner. Si quelqu'un avait cette mauvaise idée, il allait aussi avoir affaire à Arnold Skaaland. À l'époque, c'est lui qui m'avait donné le passe-presse que Vince Senior m'avait autorisé à avoir. Il me laissait faire les programmes de certains shows pour que je puisse me faire un peu d'argent. Ça arrivait que j'aide à installer toutes les chaises. À la fin, il me demandait ce que j'avais pensé du show. Je donnais mon avis, et il me disait que j'avais une manière différente d'appréhender les shows. Il appelait l'officiel Gorilla Monsoon et me disait de lui dire l'idée que j'avais. C'est vraiment à partir d'août 1980 que j'ai intégré les coulisses. Et j'avais 15 ans à ce moment-là. C'est là que j'ai vraiment commencé à fréquenter les catcheurs.
Comment c'était de travailler avec toutes ces légendes? À l'époque, je me disais jamais en regardant autour de moi que c'était incroyable que je puisse voir toutes ces stars de près. Je me suis toujours dit que c'était ce qui était supposé arriver et que je devais créer l'environnement pour que ça puisse arriver. Quand j'étais gamin, quelque chose que je faisais qui rendait folle ma mère, c'est que je gribouillais sur mon mur la phrase « Fais-le arriver » avec un point d'exclamation. J'aimais cette phrase. Je me disais jamais que j'arrivais pas à croire que Lou Albano et le Grand Wizard et d'autres légendes me racontent leurs secrets de catcheur. J'étais dans une optique de faire en sorte que les choses arrivent, de saisir les opportunités et de vivre mes rêves. Je sais que ça peut sonner arrogant, mais la question c'est plutôt comment c'était pour ces vétérans d'avoir ce gamin qu'ils ont quasiment adopté. C'était ce que j'étais censé faire dans ma vie. Et j'ai pas non plus peur d'échouer. On va tous échouer à un moment dans nos vies. Mon père me disait souvent que Ted Williams, le joueur de baseball, dans sa meilleure année, avait été envoyé au banc 6 fois sur les 10 matchs qu'il a fait. L'échec, ça veut dire que tu as essayé quelque chose et que soit les circonstances ont fait que ça n'a pas encore fonctionné, soit que toi-même, tu n'étais pas encore prêt à accomplir cet objectif. Mais tu apprends en chemin. Tu peux transformer un échec en positif et apprendre quelque chose qui te permettra de réussir ton objectif suivant. Et peut-être que cet échec était le sacrifice à faire pour que cet objectif suivant se fasse. Est-ce qu'il y a quelque chose que ces vétérans t'ont appris en tant que manager que tu appliques encore dans le présent? Il y a eu beaucoup de choses. Ces vétérans étaient de tels personnages différents. Lou Albano, par exemple, quand il était manager, il ne considérait pas que c'était Bruno Sammartino contre Ryan Satin. Mais plutôt Bruno Sammartino contre Lou Albano, représenté par son poulain du moment, Ryan Satin. Freddy Blassie, lui, se voyait toujours comme une star. Mais il comprenait aussi que son rôle, c'était de mettre en avant les autres. Il était très populaire partout où il allait. Mais personne comprenait mieux son rôle que le Grand Wizard. Il se prenait vraiment la tête sur des questions comme où est-ce qu'il allait se placer, quelle posture il allait avoir. Il se demandait où est-ce qu'il allait se mettre pour faire paraître un dégât encore plus grand, comment il allait pouvoir obtenir le plus d'attention possible pour son poulain. Il demandait à toutes les superstars avec qui il bossait ce qu'elles voulaient dire dans leurs promos. Et après, il leur disait qu'il avait la manière parfaite pour les mener à dire ça. Ils avaient chacun leur propre vision. C'est eux qui m'ont inspiré. Beaucoup de personnes talentueuses ont pu parler dans un micro à la WWE ces 20 dernières années. Mais personne n'a été le manager, l'avocat ou le special counsel au degré où moi je le suis. Tout comme ces vétérans dont on a parlé l'ont été pour Vince Senior, j'ai fait avancer cette fonction de manager vers la nouvelle génération sous Vince McMahon. Je ne pouvais pas ne pas leur rendre hommage. C'est comme Vince qui porte tous les jours le même type de cravate que celle que son père portait. Tous les jours, il rend hommage à son père. Moi, j'ai rendu hommage à mon père quand je suis revenu à la WWE en 2012 et que je me suis renommé l'avocat de Brock Lesnar. Je n'étais plus son agent comme avant, mais son avocat. Parce que j'ai vu mon père énerver un juge dans un tribunal et lui répondre, quand le juge lui remontait les bretelles, « Votre honneur, je suis juste un avocat !» Donc quand je suis revenu en 2012, j'ai dit à Brock que si ça lui posait pas problème, je voulais être son avocat à l'écran. Parce que c'est ce que mon père était. C'est de là que ça vient, l'idée d'être avocat. Des fois, je peux dire des choses juste parce que ça m'amuse et parce que je sais que je rends hommage à quelqu'un qui le mérite. De temps en temps, je peux imiter la légende Dusty Rhodes, même pour dire un seul mot. Et je suis content parce que je fais une dédicace à l'American Dream. C'est comme quand dans ton documentaire, il y avait cette histoire où tu t'étais incrusté dans une réunion de booking et où tu faisais tout pour ne pas te faire remarquer. C'était incroyable. Je voulais apprendre. C'est pour ça que quand j'ai été envoyé à l'Ohio Valley Wrestling en 2005, quand on avait l'enregistrement du show le mercredi, je venais dès le mardi soir avec 10 copies du premier jet du show. Je les posais sur mon bureau et je disais aux catcheurs que je serais là jusqu'à 9h du soir et que s'ils voulaient passer, on pouvait lire le script du show ensemble. Et comme ça, ils apprenaient comment tout ça fonctionnait. Et si par malheur, ils se blessaient
ou s'ils ne pouvaient plus jamais catcher, et qu'on leur demandait s'il y avait autre chose qu'ils savaient faire dans le catch, ils seraient en mesure de dire qu'ils savent aussi faire un script pour des shows télévisés. C'est toujours utile d'apprendre d'autres choses et d'avoir une roue de secours. Moi, par exemple, j'ai toujours mon agence de marketing en parallèle à mon travail à la WWE. Et ça me passionne. Ça me semble être un moteur important dans tout ce que tu fais, la passion. Je n'ai jamais voulu avoir un vrai travail dans ma vie. Parce que j'y serais complètement nul. De mon point de vue, n'importe quel métier dans le show business n'est pas un vrai métier. Pour moi, être directeur de Disney, par exemple, c'est pas un vrai boulot. T'es là à demander combien de milliards l'entreprise a gagné grâce à Mickey et Donald cette année. Si je suis pas passionné par ce que je fais, j'y suis nul. Je n'ai jamais eu de vrai boulot de toute ma vie. Je faisais une newsletter quand j'étais jeune, mais c'est pas un vrai métier. J'avais un business où je vendais des objets de collection du cinéma. Tout comme quand je travaillais dans la discothèque Studio 54, où je prenais juste des photos. C'était une grande arnaque. Là-bas, les vrais métiers, c'était ceux qui travaillaient au bar, aussi les vigiles, les personnes qui faisaient le ménage. Tu as marqué les années 90 avec la fédération novatrice de l'ECW. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour aller vers l'extrême? Est-ce que des émissions télé de l'époque t'ont influencé? À l'époque, MTV m'a beaucoup influencé. Personne dans le monde du catch n'avait conscience à quel point la culture de MTV était devenue globale. Le début des années 90, on peut vraiment dire que c'était la génération MTV. C'était la plateforme la plus puissante. Et ces dernières années, c'est Twitter qui est devenu la plateforme la plus puissante. Beaucoup de personnes utilisent Instagram pour montrer leur style de vie. Twitter, c'est devenu les communiqués de presse modernes. C'est devenu la plateforme la plus influente pour diffuser des informations. Au début des années 90, c'était MTV. Peu de personnes étaient plus influentes en Amérique que Kurt Loder, le présentateur de MTV News. Mais j'ai aussi été influencé par ce que je pouvais voir quand j'étais petit à la télévision, comme la manière de filmer les méchants dans la série télévisée Batman dans les années 60, quand l'angle de caméra était complètement incliné, ce qui était hyper original. Les promos des catcheurs de l'ECW à l'époque étaient incroyables. On sentait que tu les poussais jusqu'au maximum pour arriver à ce que tu voulais. Ça transpirait le réel. Je voulais qu'ils soient aussi bons qu'ils étaient capables d'être. Je voulais qu'ils soient des stars, alors que c'était des personnes qui ne se voyaient pas forcément comme des stars. L'état d'esprit derrière l'ECW, c'était que le monde du catch avait besoin d'un changement radical. Et tout changement radical a besoin de quelqu'un qui impulse ce changement. Et en général, ceux qui impulsent ce changement ne récoltent pas forcément les fruits de ce qu'ils ont changé. C'est plutôt d'autres qui les récoltent. Mais tu restes quand même le gars qui a tout chamboulé. À l'ECW, on était les influenceurs. On a changé les choses et on l'a fait à notre façon. Baba Ray Dudley, un des gars de l'ECW de l'époque, a dit qu'on était comme Napster dans l'industrie de la musique. Qu'on n'était pas fait pour rester là longtemps. Qu'on était fait pour complètement révolutionner l'ordre des choses et ensuite disparaître. Dans 50 ans, quand quelqu'un repensera à Stone Cold Steve Austin, The Rock, D-Generation X, Mr. McMahon, l'Undertaker, tout ce que la WWE a pu faire de révolutionnaire pendant l'Attitude Era, et qu'on se demandera comment ils ont pu échapper à la censure et comment ils ont pu faire tout ça à la télévision, on lui répondra « T'as déjà entendu parler de l'ECW ?» On croyait en ce qu'on faisait. Notre but était de changer l'industrie et de présenter quelque chose de différent. Et on l'a accompli. Avec qui tu préfères avoir une promo dans un ring et pourquoi? Stephanie McMahon. Parce qu'elle est très réelle et authentique dans le ring. Et qu'elle sache ce que tu vas dire ou pas, elle a toujours 3 coups d'avance à chaque fois. Donc si tu n'as pas 4 coups d'avance, tu dois toujours la rattraper. Elle est tellement investie dans son personnage, elle n'est pas appréciée à sa juste valeur. C'est quelqu'un d'intéressant, et c'est un vrai défi d'être face à elle pour une promo, parce que ça peut très vite partir dans plusieurs directions avec elle. Est-ce qu'il y a une promo que tu as faite que tu regrettes aujourd'hui? Toutes! Je ne supporte pas de me regarder. Quand je fais une promo, je la revois juste après, et j'arrête. Au bout de 48 heures, si je les revois encore, je les analyse trop dans ma tête. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté de les revoir. Et j'ai décidé de faire confiance à mon niveau de performance quand je les fais.
Je ne supporte pas de revoir mes promos. Même celles que j'avais au début de ma collaboration avec Roman Reigns. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en tant que Special Counsel de Roman, je suis au plus haut niveau que je peux être. Je considère que dans ce rôle, j'ai plus de responsabilités et une plateforme plus importante que quand j'étais directeur exécutif de Monday Night Raw. Je pense que si on m'avait fait revenir en août 2020 et donner tous les titres principaux de la compagnie, et attention, je serais pas un bon champion, hein, mais imaginons que ça arrivait. Ça n'aurait quand même pas été aussi important et marquant que ce que je fais avec Roman Reigns. C'est la chose la plus importante que je peux faire. Je suis aux côtés de la plus grande superstar de catch au monde. Je suis infiniment fier du travail qu'il accomplit depuis août 2020. Il m'inspire et me motive tous les jours, parce que son ambition rivalise avec celle de Vince McMahon. Il veut être le plus grand, à un niveau jamais atteint. Je dois toujours le rattraper, et c'est ce que je veux. Il veut que la moindre seconde de chaque scène qu'on fait soit digne d'un Oscar. Il analyse le moindre détail. Même en coulisses, on fait des segments qui sont dignes des séries Peaky Blinders ou de Breaking Bad, et en direct en plus. Et je peux garantir que je travaille autant avec Roman Reigns à l'écran qu'en coulisses. C'est un effort professionnel collaboratif totalement légitime. Je ne veux ce rôle que si je suis capable d'être le meilleur être humain imaginable dans ce rôle. Si quelqu'un débarquait et aidait mieux le personnage de Roman Reigns à tous les niveaux, je voudrais que ce soit cette personne qui ait ce rôle, et plus moi. Et j'ai pas peur de le dire. J'occupe ce rôle mieux que personne dans l'histoire du catch. Je pense avoir redéfini le rôle de manager. Je me challenge tous les jours pour être meilleur. Si mes promos d'aujourd'hui ne sont pas meilleures que celles d'hier, et si mes promos de demain ne sont pas meilleures que celles d'aujourd'hui, je ne progresse pas. Alors, il faut me virer. Tout le but est de sans arrêt m'améliorer. Je veux revoir les promos et les interviews que je fais en ce moment dans un mois et me dire que j'ai été nul. Si Roman Reigns revoit comment il était à son retour en août 2020, il verra tous les progrès qu'il y a eu depuis. Lui aussi est investi dans cette idée de sans cesse s'améliorer. Tout le monde veut ces jobs qu'on a. Et si vous les voulez pas, vous êtes fous, parce que je vous assure que nos jobs, c'est vraiment les jobs à avoir. Je dois défendre mon trône avec passion. C'était incroyable, Paul. C'était un plaisir. Et voilà pour la partie finale de ces interviews de Paul Heyman. On a pu profiter de toute son expérience incroyable dans le monde du catch, de l'exigence impressionnante qu'ils ont avec Roman Reigns dans leurs segments, et on a notamment pu apprendre qu'il a beaucoup été influencé par MTV au moment de révolutionner le business à l'ECW, et que c'est avec Stephanie McMahon qu'il a préféré faire des promos. Après avoir écouté cet entretien passionnant de Paul, j'ai une question à vous poser. Quelle autre interview de superstar vous aimeriez voir sur la chaîne? Dites-nous ce que vous en pensez, ce serait un plaisir de lire vos commentaires et de partager nos idées ensemble, parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous êtes fan des expressions de Paul Heyman pendant un match, explosez-moi la barre de like, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines, c'est le meilleur soutien pour la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront, on est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.